Bonjour Isabelle. Bonjour Léane. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci pour une belle journée d'automne où on a passé parmi le cycle complet des températures. Isabelle, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'entrevue puis de faire partie de mes gens de cœur. Ça fait pas une éternité qu'on se connaît, mais je ressens ça dans toi pas mal. On a déjà parlé au téléphone aussi, puis on a des points communs. On a des points communs, oui, comme d'avoir vécu sur la ferme, d'aimer les animaux. Oui, oui, on est des filles qui adorons les animaux et la campagne, entre autres. Oui, oui. Isabelle, j'aimerais ça, pour le bénéfice des gens qui écoutent, que tu répondes à cette question-là. Qui es-tu? Alors c'est trois mots mais qui peuvent s'éterniser longtemps. Je vais essayer d'y aller en utilisant le versant professionnel. Donc, je suis d'abord et avant tout coach de vie certifié dans les approches humanistes alternatives. Et je suis à la tête dirigeante d'une école de formation pour les gens qui veulent devenir justement coach ou accompagnant en fin de vie, qui est un parcours récent que j'enseigne depuis janvier dernier. Ah, c'est récent comme ça? Oui, oui. C'est qu'à l'école, je te dirais, ce qui nous différencie de nos compétiteurs, c'est vraiment qu'on enseigne la qualité d'être dans l'accompagnement de personnes. Alors que ce soit en coaching ou en accompagnement fin de vie, qui sont quand même des moments assez charnières dans la vie, des moments de transition. Eh bien, on apprend à vraiment beaucoup plus à être qu'à faire des choses techniques, comme par exemple une préposée aux bénéficiaires ferait ou une infirmière ou des gens comme ça. Tu sais. Alors voilà. Et en lien, si on peut dire, avec ça, avec le coaching et avec la fin de vie, tu viens de créer, est-ce qu'on en parle? Ça te tente-tu d'en parler, d'expliquer le nouveau réseau? Moi, c'est à cause de ça, à quelque part, qu'on s'est rencontrés. Un réseau que je rêvais qui se mette sur pied, j'aurais aimé ça le faire, mais je suis tellement contente que tu l'aies fait. Vraiment, tu sais qu'il y a des gens qui disent qu'une idée, c'est quand on la garde dans notre tête, elle peut être captée par d'autres. Alors probablement qu'en quelque part, c'est ce que j'ai fait, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête parce que la fin de vie, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Et oui. Et j'ai décidé justement, après avoir fait la formation dont je te parlais tout à l'heure au niveau de la qualité d'être dans l'accompagnement fin de vie, je dirais que ces personnes-là qui se forment avaient besoin d'une association justement pour les représenter. Donc, j'ai décidé de fonder le réseau des accompagnants en fin de vie qui est québécois et qui regroupe justement les travailleurs, travailleuses dans l'accompagnement fin de vie. Alors, c'est récent, ça a été mis sur pied en 2015 septembre. Exact, juillet dernier. En juillet officiellement. C'était dans ma tête depuis longtemps, mais disons que quelque chose m'a poussé à le mettre vraiment, à sortir de ma tête et à le matérialiser. Est-ce qu'on peut demander c'est quoi le quelque chose? Moi, je suis toujours dans mon cœur. Hein. C'est quand je veux avoir des réponses, c'est là que je m'en vais. Puis il y a des choses qui me pop le lendemain. C'est à peu près comme ça que je fonctionne. Il faut évidemment que ça soit en lien avec le chemin que moi j'ai choisi de faire, mais en général, c'est toujours congruent quand même. Là. Ouais. Puis, à date, la réponse que tu as par rapport au réseau? C'est très, très inspirant. Je suis en lien avec des gens de cœur. On dirait que tout de suite, c'est ce que ça a attiré. Des gens qui ont un peu la même vision que moi par rapport à l'accompagnement fin de vie. Puis on voit aussi que les besoins sont là. Ça se fait sentir. Et je suis quand même une femme de 50 ans et on commence à être quand même interpellés parce que nos parents sont rendus à cet âge-là avancé. On commence à avoir des choses comme les maladies d'Alzheimer, les problèmes cognitifs. Dégénératives aussi, là. Pardon? Les maladies dégénératives aussi, là. Absolument,
absolument. C'est des choses, mais je trouve que notre génération est quand même relativement bien outillée pour faire face à ce genre de choses-là. Et je pense que le coaching, justement, que j'enseigne et qui s'enseigne un peu partout au Québec, nous amène justement à s'outiller dans ce sens-là. On est quand même une société assez éveillée si on se compare, par exemple, à d'autres pays ou ailleurs dans le monde. Tu sais. Mm-hmm. Oui, on est conscientisé. Oui. Oui. C'est vrai, par rapport à la fin de vie, par rapport au deuil aussi, de plus en plus. Ça, c'est vrai, je le réalise aussi. Là. On a la chance aussi au Québec d'avoir encore la liberté de parole. Oui, ça c'est vrai. La liberté de parole, chose qui est vraiment très, très importante parce que ça nous permet justement d'innover dans ce domaine-là. Tu sais. Oui. Puis, tu es aussi une auteure. Une auteure. Oui. On ne passera pas à côté de ça. Tu as quand même plusieurs livres. Est-ce que tu vas en parler du cheminement que tu as eu pour écrire? Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? Bien, disons qu'étant dans la formation, c'est moi qui ai écrit les formations. C'est un peu, je te dirais que l'écriture est un peu un médium qui me représente beaucoup. Quand j'écris, je peux dire que je suis dans mon âme ou dans mon soi ou whatever, comment on l'appellera, mais je suis en transe. Honnêtement, je ne sais pas qui écrit. Tu me demanderais à la fin de ma journée, Isabelle, qu'est-ce que tu as écrit? Je ne sais pas. Mais c'est comme une musique dans ma tête de jouer avec les mots, puis c'est une poésie, c'est extraordinaire. Et chance. Hein? C'est un privilège presque. Oui, vraiment. Puis j'ai pas de difficulté à écrire non plus. Le premier livre que j'ai écrit était un résumé, si tu veux, de la formation que j'ai offert dans les années 2010, qui s'appelait le praticien humaniste. Mm-hmm. Dans ce temps-là, le praticien humaniste se faisait sur 6 jours. Alors, le livre, La thérapie humaniste, comporte justement 6 chapitres qui représentaient ces jours-là d'enseignement et qui étaient faits a priori pour les élèves, mais aussi pour monsieur, madame, tout le monde. Parce que c'est pas une formation que le livre représente, mais plutôt la philosophie qu'il y avait derrière la thérapie humaniste. OK. Mais ça devrait être très intéressant. Ça a même été édité aux éditions Québécois. Mm-hmm. Et c'est des belles expériences, hein, l'édition, le monde de l'édition, le fait d'écrire des livres, de ne pas savoir quelle va être notre couverture, ah oui. Puis de tourner les pouces avec beaucoup pas d'appréhension, mais plutôt d'anticipation, de plaisir. Positive, oui, c'est ça. Oui. Et le deuxième, je te dirais, Lynn, c'est comme une synthèse de la transition que j'ai faite parce que j'ai passé 20 ans avec les chevaux. Mm-hmm. À entraîner des chevaux, à entraîner des personnes dans le sport équestre. Et quand j'ai fait la transition entre chevaux et humains, j'ai d'expliquer les liens, si tu veux, qu'il y a entre ces deux mondes-là. Hein. On est des êtres vivants sur la Terre. Et qu'on soit humain, cheval, oiseau ou peu importe, on a chacun des choses importantes à révéler. Mm-hmm. On a appris énormément de choses. Et ce que j'ai voulu faire en écrivant le livre, c'est vraiment de transmettre justement cet apprentissage-là, qui était a priori l'amour inconditionnel, ça ne te surprend pas. Non, pas du tout. et surtout la sensibilité que les chevaux ont et le don de soi. Les chevaux ont un don de soi incroyable, une servitude vis-à-vis des humains. Est-ce que tu peux m'expliquer ça un peu plus clairement? Parce qu'on entend souvent dire ça par rapport aux chevaux. Puis c'est comme un mystère pour moi. Parce que les chevaux, je ne connais pas beaucoup. OK. Le don de soi dans le sens que les chevaux sont un peu comme notre miroir, si tu veux. Alors, si on parle d'ego, les chevaux n'ont pas d'ego. Ils sont comme directement reliés à la conscience, ou je ne sais pas comment toi tu appelles ça, moi j'appelle ça la conscience. Okay. Donc, c'est l'ensemble de l'énergie qui regroupe tout le monde en même temps. Alors, eux sont directement reliés à ça. Et comparativement aux chiens, les chevaux ont un niveau de sensibilité extraordinaire. Alors, ils nous sentent
avec le nez, hein, peu importe ce qu'on va dégager au niveau de notre ressenti interne, de nos émotions. Ils ressentent la peur, ils vont ressentir toutes sortes de choses, notre anxiété. Alors, ce qui est intéressant, ce qui m'a justement amené à aller plus loin avec les chevaux, c'est que dans les dernières années, les gens me téléphonaient pour des problématiques. Et quand j'arrivais là, ça prenait pas de 10 minutes, on va dire, puis le cheval tombait avec mon énergie à moi. Ah oui. Oui. Donc, je voyais vraiment un peu comme les enfants, que les chevaux nous étaient notre parfait modèle, si tu veux. Et c'est un peu, en tout cas, c'est un peu ça. J'aime ça, ce que tu viens de faire comme lien, là, je viens de comprendre un peu plus. Oui. Un parent nerveux va avoir plus de problèmes à rassurer, réconforter, puis... Totalement. Cavalier nerveux, cheval nerveux, cavalier peureux, cheval peureux. Je te donne un petit exemple. Je sortais avec un cheval qu'une dame me disait qu'il avait peur de tout. Puis quand son cheval avait peur, il barrait des 4 jambes. OK. Alors, en barrant, il lui pilait sur les pieds. Il était quand même assez dangereux pour elle. Oui. Et de fois à fois, elle anticipait cette chose-là. Oui. Elle l'avait dans sa tête. Et le cheval est assez sensible, qui est en mesure de pouvoir presque passer de la télépathie, si tu veux, de l'humain à... Oui. On peut passer une image mentale d'un humain à un cheval. Oui. Alors, moi, je prends le cheval en question, puis je lui dis pourquoi le cheval aurait peur. Tu sais, on passe à côté d'une gare ou on passe à côté d'un cochon. Oui. Et le cheval n'a pas du tout fait de réaction parce que dans ma tête à moi, le danger n'existait pas. Donc, vraiment, qui sont tellement connectés, tellement purs que tout passe finalement de nous à eux. Et quand on est dans un apprentissage avec les chevaux, ce qu'ils vont nous refléter, c'est vraiment en nous qu'il faut le changer. Alors, on est en train de s'ajuster par la réponse que le cheval va nous donner. Je te dis ça avec les chevaux, mais c'est pareil pour les humains. C'est la même chose. On s'ajuste constamment avec les autres, avec la vie, etc. Oui. C'est pas, par rapport au cheval, par exemple, c'est pas nécessairement quelque chose qui est conscient. Lui, il peut aller encore plus loin que le conscient, je suppose. Non, c'est pas quelque chose qui est conscient, mais les chevaux transportent cette sensibilité-là du sacré, dont je ne sais pas, hein, je pourrais pas dire, il faudrait que je rentre dans leur corps pour le savoir. Mais par contre, au niveau du don de soi, ils sont prêts à tout faire pour partager qui ils sont, soit avec leurs congénères, soit avec nous autres. Hey, ça vient d'éclairer pas mal la compréhension. Ça doit l'avoir éclairé à plein de gens en même temps. C'est une expérience personnelle, hein? Oui. Mais c'est qu'il y en a quand même plusieurs qui on entend. Puis à quelque part, je comprends que ça devienne de plus en plus populaire parce que ça raccroche à la terre, aux vraies affaires, c'est animal, c'est beau aussi. Absolument, absolument. Les chevaux, si tu veux, reconnaissent notre côté sensible. Chose qui n'est pas reconnue dans la société comme telle. Si tu regardes, par exemple, le développement du cerveau droit versus le cerveau gauche, c'est presque toujours le cerveau gauche qui est priorisé dans la vie. Et quand on a une intuition ou quelque chose, on passe pour des hurluberlus, tu sais. Alors, c'est ça. Les chevaux, par exemple, pour les enfants qui ont des problèmes comme des TDAH ou des enfants autistes, qui ont une sensibilité accrue qui n'est pas nécessairement accueillie par la société, peuvent vivre justement des connexions extraordinaires avec les animaux. C'est pour ça qu'ils ont tant de beaux résultats. Oui. Bon, je pensais pas parler de ça tant que ça, mais je trouve ça vraiment génial d'accueillir ça. Là. Oui. Mais tu vois le lien qui se fait entre le cheminement que j'ai fait avec les chevaux et ce que je fais aujourd'hui par rapport au travail avec les humains dans l'accompagnement. Ça vient vraiment d'eux. Hein? Ils ont clarifié, si tu veux, quelque chose qui était déjà en moi, qui a pris un sens finalement plus profond. Là. Ben oui. Puis tu disais aussi que tu faisais de l'accompagnement, t'es bénévole aussi. Oui. Oui, ça Oui, pour les petits frères de Laval. Oui.
Oui, donc j'accompagne des gens. Je suis allée justement cet après-midi voir mon monsieur. C'est un monsieur de 85 ans qui commence à avoir des problèmes cognitifs. Il y a les petits frères, hein, c'est des gens de 75 ans et plus qui n'ont pas de famille. OK. 75 ans et plus, je ne savais pas, là. OK. C'est des personnes du grand âge qui n'ont pas de famille et que on peut dire qu'ils n'ont pas de raison de... Hein? Ils attendent un peu la mort. Hein, si on était pas là, je pense que c'est beaucoup ça qui se passerait. Là. Mais si tu savais comment ça apporte, surtout d'avoir des problèmes, quelqu'un qui a des problèmes cognitifs, comment ça apporte des réponses à tout ce que je fais dans ma vie, c'est incroyable. Vraiment. C'est ça, on apprend beaucoup. Oui, on apprend beaucoup. Oui. Être en contact avec des gens comme ça, là, puis moi, tu sais que je fais de l'accompagnement fin de vie aussi, puis je suis souvent là la nuit, moi, quand je fais mon bénévolat d'accompagnement. Puis j'adore ça, pour ces moments-là qui sont sans mots le 3/4 du temps. Oui. Des fois, c'est juste un regard ou juste un toucher, mais c'est intense et profond. Des fois, je me fais dire des choses comme je suis tellement heureux parce que tu n'as pas l'air d'avoir une appréhension vis-à-vis de moi. C'est quelque chose. Hein? Oui. Moi, je fais son gros câlin, puis parce qu'il est vieux, automatiquement, il devrait passer d'une autre catégorie. Hein? C'est un peu comme ça que la société... Malheureusement. Exact. Pourtant, ces vieux-là, c'est nous autres aussi dans quelques années. Et est-ce que automatiquement, quand moi je vais avoir 85 ans, que je vais devenir, hein, avec la conscience que j'ai, je vais la perdre? Je ne penserais pas. Je vais avoir encore l'immensité que j'ai dans le cœur et tout ce qui suit avec. Ah, ben oui. Et oui. Ah oui, tu demandes à quelqu'un d'âgé comme ça, je me rappelle ma grand-mère, elle avait 93-94 ans, puis j'avais demandé quel âge elle avait dans son cœur. Oui. Puis elle était pas mal jeune. Parce qu'elle disait la petite vieille là-bas, mais la petite vieille était pas mal plus jeune qu'elle quand elle parlait de l'autre. Ça me fait penser à ça. Oui, on reste jeune dans... Oui. On reste jeune, et puis ceux qui sont malades, si tu veux, au niveau de l'esprit, qui ont des problématiques, soit physiques ou soit mentales, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus là. Hein? Non. Quand ils sont là, ils sont tous là, puis ils ont besoin d'avoir le même rapport digne qu'on se donne entre humains, peu importe l'âge. Ils ont besoin d'amour, eux autres aussi. Oui, absolument. Pareil comme nous autres. Absolument. Isabelle, j'aimerais ça, pour terminer, conclure que tu dises aux gens, s'il y en a que ça leur tente d'aller suivre la formation, soit en fin de vie, soit en coaching, que ce soit adhérer au réseau des accompagnants en fin de vie, où est-ce qu'on peut te retrouver, la place où on peut te retrouver le plus facilement? Le plus facilement, honnêtement, c'est sur Facebook. Okay. Alors, il ne faut pas se gêner de venir vers moi. Je suis une personne très ouverte et très accueillante. Donc, vous m'écrivez sur Facebook, puis c'est officiel que je vais vous répondre dans la journée. Sinon, il y a Isabelle Pitt Coaching qui est sur Google, qui est facile à trouver. Si on tape mon nom, vous allez avoir accès à la plupart des choses que je fais, c'est-à-dire soit mon site privé, soit le site de l'école, soit le site du réseau des accompagnants en fin de vie. Si tu veux, je te donnerai sur papier ces adresses-là. Ça sera plus facile pour les gens, justement, de les retenir. Oui, puis je vais les mettre quelque part dans le montage, avec plaisir, parce que je dirais aux gens, faites-vous plaisir aussi, là, soit même en achetant un livre ou en se renseignant sur ces thématiques-là aussi. Oui. Je vais être au Salon du livre le 22 novembre prochain. À 2015? Oui, à Montréal. Oui, à Montréal, pour ceux qui viennent me voir en personne. Moi, je donne des câlins, c'est gratuit. Donc. Puis, tu es dans quel kiosque? Je suis au kiosque de Béliveau Éditeur. D'accord, c'est bon à savoir. Fait qu'on va se voir là, c'est certain. Oui, on va se voir avec plaisir. Je te remercie de ta générosité. Je te remercie de ton implication aussi. Tu fais beaucoup pour ce monde-là. Puis, je veux le souligner aujourd'hui à tous, que c'est vraiment... dans la gratitude
que tu fais partie de notre vie. Ah, ben c'est gentil. Je te remercie beaucoup. Puis j'ai bien hâte de te revoir. Salut. Merci. Bye bye.